Arthur Rimbaud, lettre du voyant à Paul de Mény, 15 mai 1871. Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner 1 heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Chant de guerre parisien. Le printemps est évident car du cœur des propriétés vertes, le vol de Thiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Oh mais, quel délirant cul nu, Serre, Meudon, Bagneux, Asnières. Écoutez donc les bienvenus semer les choses printanières. Ils sont shako, sabre et tam-tam, non, la vieille boîte à bougies et des yoles qui n'ont jamais fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais nous bambochons quand arrivent sur nos tanières croulés les jaunes cabochons dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des héros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole, ils font des coraux. Voici, amenetonnés leurs tropes, ils sont familiers du grand Turc et couché dans les glaïeuls. Favre fait son sillement aqueduc et ses reniflements à poivre. La grande ville a le pavé chaud. Malgré vos douches de pétrole et décidément, il nous faut nous secouer dans votre rôle et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissement. Arthur Rimbaud. Et voici de la Proust sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque. Vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique, Moyen-Âge, il y a des lettrés, des versificateurs, d'Anuis à Théroldus, de Théroldus à Casimir de la Vigne, tout est prose à rimer. Un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes. Racine est le pur, le fort, le grand. On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le divin sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'origine. Après Racine, le jeu moisit. Il a duré 2000 ans. Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitude sur le sujet que n'aurait jamais eu de colère un jeune France. Du reste, libre au nouveau d'exécrer les ancêtres, on est chez soi et l'on a le temps. On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé? Les critiques, les romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur, car je est un autre. Si le cuivre s'éveille, clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi dans la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs. En Grèce, ai-je dit, vers et lyre, rythme, l'action. Après, musique et rime sont jeu, délassement. L'étude de ce passé charme les curieux. Plusieurs s'y jouissent
à renouveler ces antiquités, c'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées naturellement. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau, on agissait on en écrivait des livres. Telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe des fonctionnaires, des écrivains, auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple, en tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leurs progrès intellectuels, mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des complachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues, qu'il crève dans le bondissement par les choses inouïes et innommables, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. La suite à 6 minutes. Ici j'intercale un second psaume hors du texte. Veuillez tendre une oreille complaisante et tout le monde sera charmé. J'ai l'archet à la main, je commence. Mes petites amoureuses. Un hydrolat lacrymal lave les cieux verts choux sous l'arbre tendronnier qui bave vos caoutchoucs. Blanc de lune particulière au piala rond, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Nous nous aimions à cette époque, bleu laideron, on mangeait des bœufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras, poète, blond laideron, descends ici que je te fouette. En mon giron, j'ai dégueulé ta bandoline. Noir laideron, tu couperais ma mandoline au fil du front. Toi, mes salives desséchées, roux laideron, infectent encore les tranchées de ton sein rond. Oh, mes petites amoureuses, que je vous hais, plaquées de fouf douloureuses vos tétons laids, piétinez mes vieilles terrines de sentiments. Hop, donc soyez-moi ballerine pour un moment, vos omoplates se déboîtent. Oh, mes amours, une étoile à vos reins qui boitent, tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais
je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Fade amas d'étoiles ratées, comblez les coins, vous crèverez en Dieu, battez d'ignobles soins sous les lunes particulières au pialaron. Entrechoquez vos genouillères, mais l'aideront. Arthur Rimbaud. Voilà. Et remarquez bien que si je ne craignais de vous faire débourser plus de 60 centimes de porc, moi, pauvre effaré, qui depuis 7 mois n'ai pas tenu un seul rond de bronze, je vous livrerai encore mes amants de Paris, 100 hexamètres, monsieur, et ma mort de Paris, 200 hexamètres. Je reprends. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas à la forme, non, si ce qu'il rapporte de là-bas à forme, il donne forme. Et si c'est informe, il donne de l'informe. Trouvez une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout parfum, son, couleur, de la pensée, accrochant la pensée, étirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche du progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialisé, vous le voyez, toujours plein du nombre et de l'harmonie. Ces poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rimera. Non, la poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant. Ces poètes seront. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu, ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. En attendant, demandons aux poètes du nouveau, idées et formes, tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. Ce n'est pas cela. Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte. La culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents. Locomotive abandonnée, mais brûlante, que prennent quelque temps les rails. Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. Hugo, trop cabochard, a bien dû vu dans les derniers volumes Les Misérables. Sont un vrai poème. J'ai les châtiments sous la main. Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmonté et de Lamennais, des Jéhovah et de colonnes vieilles, énormité crevée.
Musset est 14 fois exécrable pour nous, génération douloureuse et prise de vision, que sa paresse d'ange a insulté. Oh, les contes et les proverbes fadas, oh, les nuits, oh, Rolla, oh, Namouna, oh, la coupe, tout est français, c'est-à-dire haïssable au premier degré, français, pas parisien. Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean de La Fontaine, commenté par Monsieur Taine, printanier, l'esprit de Musset, charmant son amour, en voilà de la peinture à l'émail, de la poésie solide. On savourera longtemps la poésie française, mais en France, tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollac. Tout séminariste emporte les 500 rimes dans le secret d'un carnet. À 15 ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut. À 16 ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur. À 18 ans, à 17 même, tout collégien qui a le moyen fait le Rolla. Écrit un Rolla. Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des rideaux. Il a fermé les yeux. Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau mort est mort. Et désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations. Alors, les seconds romantiques sont très voyants. Théophile Gautier, le comte de Lille, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes. Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Rompu aux formes vieilles parmi les innocents, à Renaud, il a fait son Rolla. El Grande, il a fait son Rolla. Les Gaulois et les Musset. Alors, la Fenestre, Coran, Popelin, Soulary, Salle, les écoliers, Marc, Écart, Teurier. Les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, Pichat, Lamoine, les Deschamps, les Desessarts, les journalistes, Cladel, Robert Luzarche, X de Ricard, les fantaisistes, Mendes, les bohèmes, les femmes, les talents, Léon Dierx, Sully Prudhomme, Copé. Oh, la nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Merat et Paul Verlaine. Ah, un vrai poète. Voilà, ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux. Accroupissement. Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Miletus, un œil à la lucarne d'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'âne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à l'anse d'un peau blanc à ses reins largement retrousser sa chemise. Or, il s'est accroupi frileux, les doigts de pied repliés grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier.
et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle au rayon, tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lip au ventre, il sent glisser ses cuisses dans le feu et ses chausses roussir et s'éteindre sa pipe. Quelque chose comme un oiseau remue un peu à son ventre serein, comme un monceau de tripes. Autour dort un feuillis, autour dort un fouillis de meubles abrutis dans des haillons de crasse et sur de sales ventres des escabeaux. Crapauds étranges sont blottis au coin noir, des buffets ont des gueules de chantre qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite, le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite et parfois un hoquet fort gravement bouffon s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font, au contour du cul, des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. Vous seriez exécrable de ne pas répondre vous seriez exécrable de ne pas répondre. Vite, car dans 8 jours je serai à Paris peut-être. Au revoir, Arthur Rimbaud. Et ben voilà, c'était la lettre à Paul de Mény, la lettre du voyant. Je est un autre. Je est un autre.